Donc, on va commencer. Donc, moi, c'est Davina Molly. Quand je vous dis à la Chambre de commerce, on travaille auprès des commerçants et des restaurateurs. Nous faisons de l'accompagnement individuel à travers de la formation ou juste de l'accompagnement un peu, on va dire, du coaching. Et en parallèle, nous faisons de l'accompagnement collectif et on travaille en partenariat et là, plus particulièrement avec la CARSAT pour tout ce qui est documents uniques, enfin les risques professionnels. Ça fait 2 ans qu'on est en sous-partenariat et qu'on développe soit des réunions collectives, soit également des rendez-vous directement chez les entreprises landaises. Agnès, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ton micro fonctionne ou je vais également présenter ma collègue Agnès jusqu'à que son micro refonctionne. Agnès, c'est notre assistante, elle est assistante du département appui aux entreprises. Donc, pareil, vous pouvez avoir au téléphone. Elle accompagne également les entreprises pour la rédaction et l'information sur le document unique des risques professionnels. Et aussi, dans une autre partie, vous l'avez peut-être eu au téléphone ou par mail. Elle vous accompagne également à remplir le dossier pour les droits, le remboursement des droits à la formation avec la GFIS. Donc, voilà pour notre présentation côté Chambre de commerce. Donc, je laisse la parole à la CARSAT, à Laurent et Cécile. Oui, donc bonjour à tous. Juste Davina, on voit le PowerPoint, mais il n'est pas en mode projection. Comment? On voit le PowerPoint, mais il n'est pas en mode projection. On voit toujours la couverture là. Ah, mais pourtant, moi, ça fonctionne. Là, ça ne bouge pas pour vous? Non. Ah, mais je vais le relancer alors. Hop, je le relance. Donc, on en était là. Est-ce que là, vous le voyez? Non. Non, on voit toujours en fait la page de garde. C'est bizarre ça. Ah, parce qu'il faut cliquer sur la partir du. Là, est-ce que vous voyez quelque chose qui bouge? Oui. Ouais, c'est bon. Là. Oui. Ouais. OK. Et Bon, on va faire comme ça alors. On va essayer de le relancer. Et là, c'est bon pour vous? Non, c'est toujours en mode petit diapo en fait. C'est bizarre, comment ça marche? Ben, on va le laisser sinon en mode petit diapo. Le but, c'est de le voir. Alors. Ok, et puis je vous fais signe pour passer. OK, là, c'est bon, vous le voyez? Oui. Bon, donc on va rester comme ça, c'est pas un problème. Le but, c'est de voir la présentation. Bon, très bien. Bonjour, Cécile Clément-Farou, donc ingénieure conseil au service prévention de la CARSAT Aquitaine. Et merci à la CCI de nous permettre cet auditoire. Donc, CARSAT, c'est pour Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Donc, ça héberge à la fois, du coup, l'assurance retraite, le paiement des retraites. Il y a également donc, des missions de l'assurance maladie au sein des CARSAT, donc le service social et la branche risque professionnel, dit également branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc, nous intervenons traditionnellement auprès des entreprises, à la fois pour indemniser les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, également pour calculer la cotisation associée. Et nous faisons partie du service prévention, puisque nous cherchons du coup à réduire ces mêmes accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, sur la diapo suivante, du coup, Davina, si vous pouvez passer. Voilà. Donc, nos missions, mis à part réduire les accidents du travail, nous avons également un rôle pour développer et coordonner la prévention des risques professionnels. Pour cela, nous avons plusieurs fonctions. Nous faisons du conseil, c'est ce que nous faisons actuellement dans le cadre de ce webinaire. Nous contrôlons ce que nous conseillons. Nous avons des aides financières et nous avons également une offre de formation et une offre de documentation. Alors, le webinaire a été construit autour de 4 séquences sur la slide suivante. Nous allons d'abord vous parler de la démarche d'évaluation des risques professionnels qui aboutit donc à ce fameux document unique. Ça aboutit également à la mise en place de mesures de prévention. Ça sera donc notre deuxième séquence où nous présenterons un certain nombre de principes incontournables. Nous vous présenterons ensuite l'aide financière à une subvention spéciale Covid qui est ouverte à partir d'aujourd'hui. Et nous avons prévu un temps de questions-réponses. Donc, la première séquence est autour du coup de la démarche d'évaluation des risques professionnels qui
pour laquelle vous êtes actuellement engagé à apporter des modifications, puisque le contexte a changé. Cette démarche, elle consiste à faire un inventaire des risques, donc le risque Covid, mais pas que, tous les risques professionnels auxquels sont soumis les salariés de l'établissement, afin de mettre en place des mesures de prévention organisationnelles, techniques et humaines. On aboutit à un fameux document unique. Donc, en effet, ça reste effectivement un document, mais ce n'est pas un papier pour faire un papier. Cela vise à traduire la situation concrète de votre établissement et les mesures que vous mettez déjà en œuvre ou que vous envisagez de mettre en œuvre. Cette évaluation, elle relève de la responsabilité de l'employeur et elle s'inscrit dans son obligation générale d'assurer la sécurité et la santé des salariés, ce qui est extrêmement d'actualité en ce moment. Pour commencer la démarche, nous avons du coup appelé ça l'étape 0, qui est la préparation de la démarche. Cette démarche est donc pilotée par la direction, parce que c'est sous sa responsabilité. Pour autant, il faut absolument qu'elle s'appuie sur des ressources internes et éventuellement sur des ressources externes. Elle doit donc impliquer les salariés, ça peut être via le CSE, Comité social économique. En termes de ressources externes, il y a évidemment les services de santé, il y a le chambre de commerce, il y a également le réseau des IPRP intervenant en prévention des risques professionnels. Vous aurez les liens directement sur le slide. En termes de ressources internes, vous pouvez vous former. À la CARSAT, on a une offre de formation qui permet justement de se former en tant que salarié désigné compétent ou se former à l'évaluation des risques professionnels. En termes d'outils, on nous demande souvent si on a une trame type, etc. Alors, l'outil, c'est l'évaluation, il n'y a pas de support prédéterminé. Ça peut être un tableau Excel, on va le voir plus tard. Et on a également le logiciel OIRA, développé par notre branche, qui est en accès libre sur Internet. Avant de commencer, actuellement, il y a profusion de documentation, il y a une réelle inflation là-dessus. Nous vous recommandons de réunir donc des documents ressources en vous concentrant sur les fiches conseils métiers du ministère, mais également le guide des organisations professionnelles. Ça, c'est de manière générale. Après, pour votre établissement, vous avez vos propres documents. Ça peut être le PV du CSE, mais ça peut être aussi, par exemple, la fiche entreprise établie par le service de santé au travail. À la suite de cette préparation de démarche, on arrive concrètement à la première étape. La première étape, c'est d'identifier les unités de travail, c'est-à-dire de découper votre établissement en unités qui correspondent à un ou plusieurs postes ou situations de travail qui exposent les salariés aux mêmes risques professionnels. Le piège qu'on a souvent ici, c'est d'avoir des documents uniques qui sont généraux pour tout l'établissement et donc qui ne reflètent pas la situation concrète de chaque unité de travail. Alors, on va du coup vous montrer un exemple. Donc, je repasse la main à Davina sur l'exemple du fameux commerce. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur les photos, donc comme le disait Cécile, la première étape, c'est d'identifier des unités de travail. Donc là, c'est un commerce de prêt-à-porter qui est dans les Landes, sur Cabreton. Donc là, nous avons accompagné pour faire un document rédigé, mis à jour le document unique. Donc on a identifié 3 unités de travail qui sont l'accueil clientèle surface de vente sur la première photo, le poste d'encaissement et la troisième unité, le bureau et la réserve. Donc voilà, un exemple pour la restauration, par exemple, vous pouvez avoir ces mêmes unités, l'encaissement, la réserve et l'accueil clientèle, et en plus l'unité cuisine. Voilà pour un premier exemple. Donc, une fois que les unités de travail sont définies, l'objectif, c'est d'observer le travail réel, de dialoguer avec les salariés pour identifier les risques. Donc, on vous a mis quelques exemples de questions que vous pouvez poser aux salariés. Donc, quelles sont les tâches réalisées, les zones de croisement, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements, des incidents, des actions de travail, est-ce que vous pouvez montrer les tâches, la succession chronologique des tâches. Et un point important, c'est de prendre en compte les aléas. Est-ce qu'il y a eu des pannes, des dysfonctionnements, est-ce qu'il y a des situations dégradées. Donc, de ne pas rester sur la théorie, sur le travail prescrit, mais bien de voir le travail réel. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Donc, les risques liés à la reprise d'activité. Donc, bien sûr, il y a le risque infectieux lié à la transmission du SRAS-CoV-2 qui se transmet donc par projection de gouttelettes en toussant, éternuant ou parlant et par contact direct physique, poignée de main, bise, ou indirect via des objets, des surfaces contaminées. Et après, une fois qu'on porte la main contaminée au visage, donc c'est là où il y a le risque de transmission. Donc la méthodologie, c'est de repérer les situations de travail à risque de contamination
tout ce qui est proximité avec collègues, clients, fournisseurs, livreurs, et tout ce qui est contact avec des surfaces potentiellement contaminées. Au niveau bonne pratique, c'est désigner un référent Covid, donc qui va être en charge de mettre en œuvre la démarche. Et attention, piège à éviter, c'est de rester trop théorique et de ne pas prendre en compte la réalité du travail. Ça peut conduire à des consignes du type se laver les mains alors qu'il n'y a pas de point d'eau ou il n'y a pas de pause. Donc là, on va vous montrer un exemple. Je vais laisser la parole à Davina. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est Agnès, on t'entend. Oui, c'est bon Agnès, tu peux y aller. J'ai pu vous rejoindre. Donc, on repart sur l'exemple de notre magasin de vêtements. Donc, dans le document unique, il faudra identifier ces fameuses situations à risque de contamination. Et donc, on a matérialisé par des petits points rouges donc toutes les zones de contamination possibles. Par exemple, au niveau de l'ouverture, la fermeture des portes par contact avec les poignets, la mise en place des cintres, la manipulation des produits, là il s'agit de vêtements. Au niveau du nettoyage et du rangement de la cabine d'essayage, bien sûr, là aussi risque de contact avec le Covid-19. Et on peut aussi, au niveau de l'encaissement, par échange de monnaie, il peut y avoir aussi utilisation partagée de certains matériels avec vos collègues, par exemple la caisse enregistreuse, le scanner. Donc là aussi, il faut les identifier, ces zones-là. Et en ce qui concerne la contamination par les micro-gouttelettes dans l'air, on va avoir ces situations lors du conseil à la clientèle par rapprochement avec le client ou tout simplement lors de la circulation dans les allées du magasin. Voilà pour les zones à identifier. Donc là, on a vu le risque de contamination au Covid-19. Mais bien sûr, il y a d'autres risques, des risques induits générés par les nouvelles organisations et situations de travail. Donc, quelques exemples. L'utilisation de produits chimiques qui sera plus fréquent, puisqu'il y aura des nécessités de désinfecter. Et également des risques psychosociaux liés aux nouvelles mesures, mesures d'isolement, réduction des effectifs, tensions avec les clients qui veulent pas forcément respecter les consignes, risque d'agression. Voilà. Donc, tout ce qui est bonne pratique, c'est de prendre en compte les autres risques professionnels, travail à hauteur, risque routier, risque TMS, etc. Donc, un piège à éviter, c'est de se focaliser uniquement sur le risque Covid-19. Il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Donc, on va vous montrer un exemple, slide suivante. Voilà, par exemple, une mezzanine avec un risque de chute de hauteur, une circulation à 5 mètres de hauteur, un accès avec une échelle libre. Donc, il y a vraiment un risque de traumatisme, voire de décès, à prendre en compte et à traiter en priorité. Alors, à la troisième étape, on va donc classer ces risques. Une fois qu'on les a identifiés, on en a fait l'inventaire, et donc on va leur donner une hiérarchisation. Pour cela, la méthode, c'est de les classer, de regarder à la fois leur gravité et leur fréquence, avec une priorité à la gravité. Donc effectivement, le coronavirus est potentiellement mortel, donc on peut le mettre on peut lui affecter une forte gravité. Pour autant, comme on l'a vu, il sera traité au même niveau que les autres risques qui sont également à forte gravité. On l'a vu avec le risque de chute de hauteur précédemment, on est aussi dans un risque mortel si ce n'est plus. Attention également aux risques à forte fréquence. On a parlé par exemple des agressions verbales. C'est quelque chose qui peut entraîner finalement peut-être plus d'absentéisme que le risque Covid. Donc un classement des risques avec une priorité à la gravité. À l'étape suivante, à l'étape 4, on va définir des mesures de prévention associées à chacun de ces risques. Ces mesures de prévention, nous recommandons de définir un pilote et un délai de réalisation pour que ça soit opérationnel. Alors, on va du coup donc sur la slide suivante. Ces mesures de prévention, elles doivent respecter ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. Les principes généraux de prévention, c'est cité dans le Code du travail, c'est également cité dans ce fameux protocole national de déconfinement. Elles donnent un ordre de priorité pour définir ces mesures de prévention. La première, c'est d'éviter les risques d'exposition, c'est-à-dire éviter que le virus ne rentre finalement dans votre magasin. La deuxième, ça va être d'évaluer
et ensuite de privilégier les mesures dites de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Donc, il faut penser collectif avant de donner de penser EPI. Et enfin, toujours par ordre de priorité, c'est de donner des instructions appropriées aux salariés. Appropriées, ça veut dire compréhensible et applicable. L'ensemble de ces mesures de prévention, elles visent à rompre la chaîne de transmission du virus, c'est-à-dire en mettant la distanciation et les fameuses mesures barrières. Alors, on va arriver du coup à un exemple. Vas-y, Laurent. Voilà, là, vous avez un exemple de formalisation du document unique avec des mesures organisationnelles, des mesures techniques et des mesures liées aux formations, consignes. Donc, on va prendre une ligne là au niveau de l'encaissement. Donc, c'est le poste d'encaissement. Pose d'une vitre de protection anti-postillon en plexiglas. Marquage au sol pour bien que les clients respectent la distanciation sociale, physique, pardon. Le paiement par carte qui est privilégié ou sans contact. Voilà, etc. L'objectif, c'est bien de mettre le risque, décrire la situation de travail et l'action de prévention à mettre en œuvre avec une date de réalisation et un pilote. C'est vraiment un exemple, un non exhaustif. Voilà. Donc, une bonne pratique dans le document unique, c'est d'énumérer les mesures de prévention en respectant les PGP, les principes généraux de prévention. Donc, d'abord organisationnel, technique et humaine. Et de mettre une bonne pratique également, c'est de mettre en place une checklist pour vérifier la bonne application des mesures de prévention. Attention, 2 pièges à éviter. Le premier, c'est de mettre en place des mesures qui créent d'autres risques. Donc, par exemple, une barrière qui bloque l'évacuation incendie. Et ne prendre en compte que des mesures de type consigne ou EPI. Donc, de rester sur le dernier niveau des principes généraux de prévention. Voilà, donc attention à ça. Il faut bien remonter sur des mesures organisationnelles et techniques. Et ensuite, donc, c'est la mise en œuvre des mesures de prévention telles que définies dans le plan d'action avec les salariés et le CSE. Donc là, on va vous montrer des exemples. Donc là, voilà, il y a des boutiques depuis le 11 mai, même avant, qui ont rouvert leurs portes en mettant en place, bien évidemment, les mesures de sécurité, de protection. Donc là, c'est la maison de la presse sur Dax. Donc, comme vous pouvez le voir, la première mesure, c'est d'informer sur le sens de circulation et l'information clientèle sur toutes les dispositions à prendre à l'intérieur de la boutique, dès l'entrée de la boutique. On voit également qu'il y a des bandes de distanciation qui ont fait de 2 mètres au niveau de l'encaissement pour pas que les gens, au niveau de l'attente, s'il y a au moins 2 personnes de la boutique qui respectent bien les gestes barrières, au moins de 1 mètre, voire de 2 mètres. Et il y a également la mise en place du plexi au niveau de la caisse pour protéger autant les salariés que leur clientèle. Donc voilà ça, c'est pour tout ce qui est entrée et circulation de la boutique. C'est plutôt sur l'accompagnement, enfin la protection collective. Et après, sur la protection plus individuelle, donc là, on voit un salarié, le gérant, qui porte le masque et visière. Hop. Après, on a tout ce qui est produit de nettoyant et le gel et les lingettes par rapport aux salariés derrière la banque d'accueil, d'encaissement. Et après, mise à disposition du gel pour la clientèle, surtout au niveau du code pour la carte bleue. Donc, voilà des mesures mises en place dans un commerce. Alors, on a vu la démarche pour la première séquence. Nous allons maintenant à la deuxième séquence parler des mesures de prévention. Donc, on a vu la démarche qui permet d'aboutir à les définir. Pour autant, attention, il y a un certain nombre de principes incontournables qui sont édictés actuellement. Ces principes, on les retrouve dans le fameux protocole national de déconfinement à la slide suivante, qui aborde un certain nombre de points qui s'avèrent du coup incontournables à mettre en œuvre. À la fois le télétravail, on l'a vu, le fameux espace de 4 mètres carrés par personne, que ce soit salarié ou client, permettant de respecter la distance minimale. Le flux de circulation, avec le fait de faire un sens unique, d'éviter les goulots d'étranglement et de mettre en place du balisage. Le protocole rappelle, tout comme les PGP, que les solutions organisationnelles doivent être favorisées aux EPI.
Le protocole parle également de l'aération des locaux, donc avec une aération d'environ 15 minutes ou plus toutes les 3 heures. Un protocole de nettoyage à mettre en œuvre, ça dans les magasins, c'est effectivement un point clé, avec le nettoyage du sol, hein, des rampes d'escalier, de toutes les zones de contact, hein, ça peut être le guichet, le terminal carte bleue, avec des tensioactifs. Dernier point, c'est la gestion, hein, des salariés qui peuvent être symptomatiques et de leurs contacts rapprochés, où il faut réfléchir à leur prise en charge, leur isolement et au contact médical qui s'en suivra. Le protocole aborde aussi d'autres points importants à la slide suivante. Les points importants abordés sont à la fois l'arrêt des installations de ventilation qui fonctionnent en recyclage, hein, pour éviter de remettre en suspension des particules virales. Il préconise également de limiter, hein, l'utilisation de l'aspirateur et du balai pour les mêmes raisons. Il recommande également de former, hein, vos salariés au protocole de nettoyage, hein, de définir là-dessus des points et de former l'ensemble du personnel, hein, suivant l'organisation mise en place. Le protocole parle des gants en disant qu'il faut éviter de les porter car ce sont souvent des faux amis. Il exclut le contrôle systématique de température à l'entrée des établissements et il n'autorise pas les fameuses campagnes de dépistage que certaines entreprises souhaitaient mettre en œuvre. Dans le protocole sont également évoquées la problématique des masques. Donc à la slide suivante, et pour Laurent. Oui, donc là, c'est très important. Le port du masque, c'est un complément au respect des mesures barrières et des règles de distanciation physique. Il ne faut pas penser qu'en mettant un masque, on va être protégé sans tenir compte des mesures barrières et des autres règles. Et autre point important, l'efficacité du masque est conditionnée par sa bonne utilisation et son entretien. D'où la nécessité d'informer les salariés, de faire de l'affichage à destination des salariés et aussi du public. Et là, vous voyez sur le schéma du dessous, imaginons un vendeur et un client. La meilleure protection, c'est quand les deux portent un masque. Et là, le niveau de protection est optimal. D'où la nécessité de fournir et d'imposer le port du masque à vos salariés et de le rendre obligatoire pour tout client. Également, de mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique et de leur demander de se désinfecter, de les inviter à se désinfecter les mains. Voilà, d'organiser pour vos salariés une séance d'information pour bien leur expliquer comment porter un masque, comment l'entretenir et surtout leur rappeler la nécessité de se laver les mains. Et pour ça, vous avez des tutos disponibles sur Internet. Et vous avez également sur Internet beaucoup d'affiches pour faire de la sensibilisation, de l'information à destination des salariés et des clients. Et vous avez tous les liens disponibles pour trouver ces affiches. Alors, nous allons passer maintenant à l'avant-dernière séquence, hein, qui est l'aide financière CARSAT. Donc, on a vu précédemment à la fois la démarche, hein, et puis les mesures incontournables. Cette aide financière, donc, elle va en reprendre les éléments. Alors, c'est une subvention réservée aux TPE, donc aux entreprises de moins de 50 salariés, et elle sort aujourd'hui, hein, vous en avez la primeur, et elle vise à réduire l'exposition des salariés, donc en aidant au financement des mesures de prévention. Elle est donc ouverte à toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui dépendent du régime général. Et c'est une grande nouveauté, elle est également ouverte aux travailleurs indépendants, donc qui n'ont pas de salariés mais qui dépendent du régime général. Cette aide financière, elle vise à couvrir 50% de l'investissement. Pour un investissement entre 500 et 1 000 euros minimum, suivant qu'on ait des salariés ou pas, et un montant maximum de 10 000, ce qui aboutit du coup à une subvention maximale de 5 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'on finance ? On finance les fameuses mesures barrières et de distanciation physique. Donc, les mesures qui permettent d'isoler le poste de travail. C'est les fameuses cloisons, plexiglas, pose de vitres. On finance également les mesures qui permettent de faire respecter les distances sociales et de guider du coup les personnes. C'est donc les poteaux, les guides-filles, les accroches, les barrières. Ça peut être également des locaux additionnels, hein, temporaires, pour permettre justement de gagner plus d'espace. Nous finançons également les moyens qui permettent de communiquer. Ça peut être du coup des écrans, des tableaux, des supports d'affiches. Nous finançons également, donc à la slide suivante, le matériel, hein, les mesures qui permettent de mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de nettoyage. Ça peut être du coup les installations permanentes ou temporaires, hein, de lavage des mains, de lavage du corps. Hein. Là-dessus, en option, c'est l'une des mesures qu'on a vues ci avant, hein, qui sont donc des mesures de type protection collective.
Si l'une des mesures qu'on a vues ci-avant est effectivement choisie, on peut en option financer des mesures de type EPI, donc masque, visière ou gel hydroalcoolique. Attention, on ne finance pas les consommables, hein, les scotch, peinture et rubans, et on ne finance pas tout ce qui est matériel informatique hein, qui pourrait faciliter la communication. En termes de démarche, ça sera des financements sur du matériel acheté entre le 14 mars et le 31 juillet 2020, ou des locations qui sont commencées à cette période. La demande, vous pouvez l'envoyer par mail, hein, vous voyez ici afficher l'adresse email avant le 31 décembre. La subvention ne se fait qu'en une fois, hein, c'est un versement unique, hein, il ne faut pas envoyer 46 fois la demande. Et enfin, vous trouverez à l'adresse mail ci-dessous les conditions d'attribution et le dossier à télécharger pour le renvoyer. Donc, on a déroulé notre présentation hein, qu'on voulait succincte et avec un fil rouge d'un commerce.